Est-ce que tu t'es déjà demandé si l'univers pouvait avoir des secrets qu'il ne veut pas qu'on découvre? Parce que là, on va parler de quelque chose de vraiment troublant. En 2022, la NASA a mis en ligne les premières images du télescope spatial James Webb et le monde entier a retenu son souffle. Des couleurs impossibles, des galaxies vieilles de milliards d'années, des nébuleuses qui ressemblaient à des œuvres d'art cosmiques. Les gens ont dit « c'est magnifique » et c'était vrai, mais personne ne t'a dit ce qu'il y avait derrière la beauté. Parce que pendant que tout le monde regardait ces images avec émerveillement, une poignée de scientifiques de la NASA, de l'ESA, du STSCI, le Space Telescope Science Institute, regardaient les mêmes données et ils fronçaient les sourcils. Pas d'admiration, de l'inquiétude, parce que ce que James Webb a capturé en quelques mois seulement, ça ne devrait pas exister. Pas dans l'univers qu'on croyait comprendre, pas selon les modèles que l'humanité a mis 50 ans à construire, pas selon les lois fondamentales de la physique telles qu'on les connaît. Et ce soir ou ce matin, peu importe, quand tu regardes ça, on va parler des 5 anomalies les plus dérangeantes, les 5 choses que James Webb a vues et qui ont littéralement forcé des équipes entières de chercheurs à tout remettre sur la table. Accroche-toi, parce que ça commence fort. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux qu'on se mette d'accord sur quelque chose. L'espace, on croit le connaître. On a grandi avec les images de Hubble. On a suivi les missions Apollo. On sait que l'univers a 13,8 milliards d'années. On sait que la lumière met du temps à voyager. On sait que les galaxies se forment lentement, sur des centaines de millions d'années, suivant des règles précises. Tout ça, c'est le modèle standard de la cosmologie, le modèle lambda CDM, un modèle qui a résisté à des décennies de tests, de simulations, de mesures, un modèle auquel toute la communauté scientifique faisait confiance. Et puis, James Webb est arrivé. Et là, c'est comme si tu avais passé toute ta vie à croire que tu connaissais le plan de ta maison et qu'un jour, tu ouvres une porte que tu n'avais jamais remarquée. Et derrière cette porte, il y a une pièce entière que tu n'avais pas prévue, avec des meubles que tu ne reconnais pas et des fenêtres qui donnent sur un paysage qui ne correspond à aucun endroit sur Terre. C'est exactement la sensation que James Webb a provoquée chez les astrophysiciens. Alors, c'est quoi au juste ce télescope? Parce que c'est important de comprendre pourquoi c'est lui qui a tout changé et pas Hubble avant lui. James Webb, c'est le fruit de 25 ans de développement, un budget de 10 milliards de dollars, une collaboration entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne. Son miroir principal mesure 6,5 mètres de diamètre, soit presque 3 fois la taille du miroir de Hubble. Mais ce qui le rend vraiment révolutionnaire, c'est qu'il observe l'univers dans l'infrarouge, pas dans la lumière visible. Dans l'infrarouge, et ça change absolument tout. Pourquoi? Parce que la lumière des galaxies les plus lointaines, celles qui se sont formées juste après le Big Bang, cette lumière a été tellement étirée par l'expansion de l'univers qu'elle est passée dans le rouge, dans l'infrarouge. Et Hubble ne pouvait pas la voir, ou très mal. Webb, lui, il la voit, il plonge dans l'infrarouge comme aucun instrument avant lui. Et ce qu'il a vu dans les premières semaines a provoqué ce que certains chercheurs appellent, et je cite presque mot pour mot, une crise cosmologique. Voilà, le décor est planté. Maintenant, les 5 anomalies. Première anomalie, les galaxies qui n'auraient jamais dû exister. Je veux que tu imagines quelque chose. Tu poses une graine dans la Terre et tu sais ce que cette graine met minimum 100 ans pour devenir un grand arbre. C'est biologique, c'est mécanique, c'est ainsi. Et là, tu reviens le lendemain matin et il y a un chêne de 50 mètres à la place. Ça n'est pas possible. Et pourtant, c'est exactement ce que James Webb a observé. Dans les premiers mois de son activité scientifique, on parle de la fin 2022. Début 2023, les équipes du STSCI ont commencé à analyser les données du champ profond de James Webb, ces images qui plongent au-delà de 500 millions d'années-lumière, au-delà d'1 milliard, au-delà de 10 milliards, jusqu'aux confins du cosmos observable. Et là, dans ces données brutes, ils ont trouvé des galaxies massives, énormes, aussi lourdes, voire plus lourdes que la Voie lactée. Et ces galaxies, elles existaient seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. 500 millions d'années, ça semble long comme ça, mais dans l'échelle cosmique, c'est le claquement de doigts. L'univers venait à peine de refroidir, la matière venait à peine de se condenser, les étoiles elles-mêmes commençaient tout juste à s'allumer pour la première fois. Et là-dedans, il y a des galaxies entières, matures, structurées, brillantes.
Une équipe dirigée par le docteur Mike Boylan-Colchin de l'Université du Texas à Austin a publié une étude dans Nature Astronomy qui a fait l'effet d'une bombe. Il a dit, et j'aime beaucoup cette formulation, il a dit que ces galaxies sont en dehors des limites de ce que l'univers peut produire selon notre modèle, en dehors des limites. Tu réalises ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit nos modèles sont faux, soit notre compréhension du Big Bang est incomplète, soit il se passe quelque chose là que personne n'a encore réussi à expliquer. Ces galaxies, certains chercheurs les ont surnommées les Universe Breakers, les briseurs d'univers, et ce surnom, il n'est pas juste poétique, il est scientifiquement justifié. Parce qu'en astrophysique, les galaxies se forment selon un processus qu'on appelle la formation hiérarchique. Les petites structures se forment en premier. Les petites galaxies fusionnent pour en créer de plus grandes, ça prend du temps, énormément de temps, on parle de milliards d'années. Mais là, James Webb pointe vers l'aube de l'univers et y trouve des monstres cosmiques déjà formés. 6 galaxies candidates ont été identifiées dans un premier rapport, ensuite le chiffre est monté, puis encore, aujourd'hui on parle de dizaines d'objets similaires détectés dans différents champs d'observation. Et là tu te dis peut-être, ok, il y a peut-être une explication simple, non ? Eh bien, les scientifiques ont cherché, vraiment cherché, ils ont vérifié les données, recalibré les instruments, reanalysé les spectres. Et les galaxies sont toujours là. Et le docteur Ivo Labb, astronome à l'université Swinburne en Australie, a résumé la situation d'une manière qui m'a personnellement frappée. Il a dit que si ces galaxies sont confirmées et à ce stade les données sont solides, alors nous devons accepter que notre modèle de formation des galaxies est fondamentalement incomplet. Fondamentalement incomplet? Pas légèrement, fondamentalement. Mais voilà ce qui m'obsède dans cette anomalie. C'est pas juste une question de timing cosmologique, c'est une question de physique fondamentale. Parce que pour que des galaxies aussi massives se forment aussi vite, il aurait fallu que la matière noire, le gaz primordial, se condense à une vitesse qui dépasse tout ce qu'on n'a jamais modélisé. Soit la matière noire se comporte différemment dans le jeune univers. Soit les premières étoiles qu'on appelle les étoiles de population 3 brûlaient d'une manière radicalement différente de ce qu'on pensait, soit, et c'est là que ça devient vraiment inconfortable, soit notre compréhension du Big Bang lui-même est incomplète et personne n'a de réponse. Pas encore. Mais on reste là. Parce que la deuxième anomalie est encore plus dérangeante. Deuxième anomalie, l'étoile au bout du monde et ce qui l'accompagne. Le 5 juillet 2022, la NASA a annoncé une découverte qui a éclipsé presque tout le reste dans la presse grand public. James Webb avait observé l'étoile la plus lointaine jamais détectée par l'humanité. Son nom, Earendel. Un prénom tiré du vieil anglais, ça signifie « étoile du matin » et ce nom lui va tellement bien que ça en devient presque poétique. Earendel a été d'abord repéré par Hubble en 2022, quelques mois avant les premières images de Webb, grâce à un phénomène appelé la lentille gravitationnelle. En clair, une galaxie intermédiaire Massiva a joué le rôle d'une loupe cosmique, amplifiant la lumière d'Earendel d'un facteur d'au moins 1000. Sans cette loupe, Earendel serait invisible pour nous, pour toujours. Elle existe à environ 28 milliards d'années-lumière de nous, en termes de distance actuelle, parce que l'univers s'est étendu depuis que la lumière a voyagé. Mais elle était là, elle brillait, seulement 900 millions d'années après le Big Bang. 900 millions d'années, elle fait partie des premières générations d'étoiles massives de l'univers. Et James Webb l'a observée, il a analysé son spectre et les résultats ont confirmé quelque chose d'extraordinaire. Earendel est une étoile de type B ou O, extrêmement massive, entre 50 et 100 fois la masse du Soleil, extrêmement chaude, sa surface doit atteindre des dizaines de milliers de degrés et elle brille avec une luminosité qui dépasse le Soleil d'1 million de fois au moins. Tout ça pour une étoile qui existait à l'aube du cosmos, l'une des premières. Mais voilà ce que personne n'a vraiment mis en avant dans les articles de vulgarisation. Quand l'équipe de Webb a analysé plus finement les données spectrales d'Earendel, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une légère anomalie dans les lignes d'absorption de la lumière, rien de franchement explosif, mais suffisamment irrégulier pour suggérer que peut-être Earendel n'est pas seul. Peut-être un compagnon, une étoile binaire, une naine bleue, on ne sait pas. Mais ce qui est troublant, c'est la proportion de certains éléments dans son spectre, des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène, le néon qui ne devrait pas être aussi présent dans une étoile aussi ancienne.
parce que les premières étoiles de l'univers, les étoiles de population 3, elles ne contenaient que de l'hydrogène et de l'hélium. Les éléments lourds n'existaient pas encore. Ils ont été forgés dans les explosions de supernova qui ont eu lieu plus tard. Alors, comment Ea Arundel peut-elle contenir des traces d'éléments qui, en théorie, n'existaient pas encore à l'époque où elle s'est formée? Je ne te donne pas de réponse, parce qu'il n'y en a pas encore. Les scientifiques débattent. Certains disent que la lentille gravitationnelle mélange peut-être la lumière d'Ea Arundel avec celle d'autres étoiles plus récentes. D'autres disent que les premiers cycles stellaires ont été plus rapides qu'on ne le pensait. Et d'autres gardent juste le silence et continuent d'analyser les données. Ce silence-là, il me trouble plus que n'importe quelle déclaration officielle. Mais on continue. Parce que la troisième anomalie, elle nous touche d'une manière beaucoup plus personnelle. Troisième anomalie, la signature que personne ne voulait trouver. En septembre 2023, une équipe de l'université de Cambridge a publié une étude dans The Astrophysical Journal Letters qui a failli me faire tomber de ma chaise. L'exoplanète K2 18b, tu en as peut-être entendu parler, c'est une planète qui orbite autour d'une étoile naine rouge G2-18 à environ 120 années-lumière d'ici, dans la constellation du Lion, et elle a une particularité fascinante, elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. C'est à dire qu'à la distance où elle se trouve, la température de surface pourrait permettre à l'eau liquide d'exister. K2 18b avait déjà été observée par Hubble et Spitzer. On savait qu'elle avait une atmosphère, on savait qu'elle était plus grande que la Terre, environ 2,6 fois plus grande mais moins massive que Neptune. Ce qu'on appelle un sub-Neptune ou une Haitian World, une planète couverte d'un océan global d'eau liquide sous une épaisse atmosphère d'hydrogène. Mais c'est James Webb qui a tout changé. Avec ses instruments NIRISS et NIRSPEC, Webb a analysé la lumière de l'étoile G2-18 qui filtre à travers l'atmosphère de sa planète à chaque transit. Et dans ce spectre lumineux, il a détecté quelque chose. Du méthane, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau. Bon, intéressant mais pas révolutionnaire en soi, ces molécules peuvent avoir une origine géologique ou chimique, mais il y avait autre chose dans le spectre. Un signal, faible, très faible, mais là, un signal qui correspond à une molécule que tu ne t'attendais probablement pas à entendre ici, le diméthylsulfure, le DMS. Et là, je veux que tu comprennes ce que ça représente. Sur Terre, le diméthylsulfure est produit par une seule catégorie de sources connues, les organismes vivants, principalement le phytoplancton marin, les algues, les micro-organismes. Aucun processus géologique connu ne produit du DMS en quantité significative. Aucun. Le DMS sur Terre, c'est une signature de vie, ce qu'on appelle un biomarqueur. Et Webb l'a détecté peut être sur K2 18b, à 120 années-lumière d'ici. Je dis peut être, et je veux vraiment insister là-dessus, parce que les scientifiques eux-mêmes insistent sur ce point. Le docteur Nikou Madhusoodan, directeur de l'étude, a été très clair. Le signal est réel dans les données, mais sa force est à la limite de la détection statistique. Ce n'est pas une confirmation de vie. C'est pas une preuve, c'est une piste, une anomalie, une question posée à l'univers. Et l'univers n'a pas encore répondu. Mais voilà ce qui me hante dans cette histoire. Même si ce signal est réel, même si le DMS est bien là, on est à 120 années-lumière. Si on envoyait un message radio aujourd'hui, il n'arriverait là-bas que dans 120 ans. Et la réponse, si réponse, il y avait n'arriverait que dans 240 ans. On ne vérifierait pas de notre vivant. Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'océan de K2 18b, une forme de vie microscopique, quelque chose qui nage, qui se divise, qui vit. Qui a évolué dans cet océan sous ce ciel alien? Qui n'a jamais regardé une étoile et s'est posé des questions? Ou peut-être rien, peut-être c'est juste une réaction chimique inattendue qu'on n'a pas encore comprise. La vérité, on ne sait pas. Et c'est ça qui m'obsède. Webb va pointer son regard sur K2, 18b encore et encore dans les prochaines années. Il va accumuler des données, affiner les analyses et un jour, peut-être, il va transformer ce peut-être en quelque chose de plus solide. Ce jour-là, rien ne sera plus jamais pareil. Mais en attendant, accroche-toi, parce que la quatrième anomalie est d'une nature complètement différente et franchement, quand j'y pense, ça me donne un léger vertige. Quatrième anomalie, l'univers s'effondre sur lui-même en chiffres. Il y a un mystère en cosmologie qui dure depuis maintenant plusieurs décennies, mais James Webb l'a mis en lumière d'une façon que personne n'attendait. On l'appelle la tension de Hubble.
Et je vais essayer de te l'expliquer simplement parce que c'est crucial pour comprendre pourquoi c'est terrifiant. L'univers est en expansion. Ça, on le sait depuis les travaux d'Edwin Hubble dans les années 1920. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Pour mesurer cette vitesse d'expansion, les scientifiques utilisent une valeur qu'on appelle la constante de Hubble, notée R0. Elle s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec. Et sa valeur, ça fait des décennies qu'on essaie de la mesurer avec précision. Il existe deux grandes façons de la mesurer. La première, observer le rayonnement fossile de l'univers primordial, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est ce que le satellite Planck de l'ESA a fait avec une précision extraordinaire. Et selon cette méthode, R0 vaut environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. La deuxième, observer des étoiles proches qu'on appelle les céphéides des étoiles, dont la luminosité varie de façon régulière et qu'on peut utiliser comme des bougies standards pour calculer les distances. C'est ce que l'équipe CERN-0S dirigée par le docteur Adam Ries a fait avec Hubble pendant des années. Et selon cette méthode, R0 vaut environ 73 km par seconde par mégaparsec, 67 contre 73. Ça semble peu, non? Quelques unités. Mais en cosmologie, c'est un gouffre. Ces deux valeurs ne devraient pas coexister. Elles mesurent le même univers. Les deux méthodes sont solides, les deux équipes sont sérieuses et pourtant les résultats ne concordent pas. Pendant des années, on a espéré que c'était une erreur instrumentale, une erreur de calibration. Hubble allait résoudre ça en mesurant mieux. Et puis James Webb est entré en jeu. L'équipe SR0S a utilisé Webb pour remesurer les céphéides avec une précision encore supérieure, éliminant les sources d'erreurs systématiques, éliminant les contaminations lumineuses, éliminant tous les biais possibles. Et le résultat? 73. Toujours 73. L'attention est confirmée, elle n'est pas une erreur, et avec James Webb, elle est même statistiquement plus solide qu'avant. Ce que ça veut dire, c'est que quelque chose dans notre modèle cosmologique est faux. Soit notre compréhension de l'univers primordial est incomplète et donc le chiffre de Planck est faussé par une physique inconnue, soit notre compréhension de l'univers local là où on vit est incomplète et il se passe quelque chose dans l'expansion qui dépasse nos équations actuelles. Parmi les hypothèses qui circulent dans la communauté, une forme d'énergie sombre inconnue qui change de valeur avec le temps. Des interactions cachées entre matière noire et énergie sombre. Ou, et c'est l'hypothèse qui me fascine le plus, la possibilité que nos constantes physiques ne soient pas vraiment constantes, que l'univers, en quelque sorte, n'obéit pas aux mêmes règles partout. Ni toujours, tu imagines ça, un univers qui n'applique pas ses propres lois de façon uniforme? C'est comme si la gravité décidait de prendre un jour de congé dans un coin particulier de l'espace, et James Webb, en confirmant l'attention de Hubble, a mis les cosmologistes devant une réalité brutale. On ne comprend pas l'expansion de l'univers. On la mesure, mais on ne la comprend pas. C'est pas rassurant. Mais je garde le pire pour la fin. Cinquième anomalie, les trous noirs qui n'auraient pas dû naître si vite. Alors là, c'est celle qui, personnellement, me dérange le plus. Parce que les 4 anomalies précédentes, on peut les regarder avec une certaine distance. Les galaxies impossibles, c'est loin. L'attention de Hubble, c'est abstrait. Même cas 2, 1, 8b reste à 120 années-lumière. Mais cette 5e anomalie, elle touche à quelque chose de plus profond, elle touche à l'histoire même de l'univers, à la logique fondamentale de sa structure. James Webb a détecté des trous noirs supermassifs qui existaient moins de 700 millions d'années après le Big Bang, et je veux que tu comprennes ce que ça implique. Un trou noir supermassif, c'est un monstre cosmique. Au centre de la Voie lactée, notre propre trou noir supermassif Sagittarius A fois a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Et il a mis milliards d'années à atteindre cette taille en avalant progressivement la matière autour de lui, progressivement, lentement, au fil du temps. Mais les trous noirs que Webb a détectés dans l'univers primordial, ils ont des masses qui dépassent parfois 1 milliard de fois celles du Soleil. Dans un univers qui n'avait même pas encore 700 millions d'années, 7 cents millions d'années pour atteindre 1 milliard de masses solaires. Les modèles les plus optimistes, ceux qui font les hypothèses les plus favorables sur la vitesse d'accrétion, donnent des trous noirs de quelques dizaines de millions de masses solaires maximum à cette époque. Pas 1 milliard. C'est un facteur de 10 à 100 fois trop massif. Un exemple concret, James Webb a observé un quasar, un noyau actif de galaxies alimenté par un trou noir en fusion intense qui portait le nom de code UH Zone.
Ce quasar existait seulement 530 millions d'années après le Big Bang, son trou noir central environ 10 millions de masses solaires, et ce n'est pas le cas le plus extrême. L'objet Sea Earth 1019, observé dans le champ profond de Webb, héberge un trou noir actif d'environ 10 millions de masses solaires aussi, mais sa galaxie hôte est anormalement petite, anormalement peu développée, comme si le trou noir avait grandi avant la galaxie elle-même. Et là, ça renverse tout. Parce que notre modèle dit que les trous noirs supermassifs grandissent avec leur galaxie, ils se nourrissent du gaz et de la matière que la galaxie leur fournit, il y a une co-évolution, un équilibre. Mais si le trou noir est plus grand que sa galaxie hôte ne le permet, comment est-il arrivé là? 3 hypothèses principales circulent dans la communauté scientifique. La première, les graines lourdes. L'idée que les premiers trous noirs ne se sont pas formés par l'effondrement progressif d'étoiles massives, ce qui prend du temps, mais par l'effondrement direct de nuages de gaz primordiaux entiers, des effondrements directs qui créent instantanément un trou noir de 100 000 à 1 million de masses solaires. Ensuite, à partir de cette graine lourde, la croissance est beaucoup plus rapide. Cette hypothèse existe depuis les années 2000, mais James Webb en est le premier à trouver des candidats observationnels crédibles. La deuxième, une accrétion super Eddington. En physique, il y a une limite théorique à la vitesse à laquelle un trou noir peut avaler de la matière à la limite d'Eddington. Au-delà, la pression de radiation devient si forte qu'elle repousse la matière entrante. Mais certains chercheurs pensent que dans certaines conditions extrêmes, cette limite peut être momentanément dépassée. Si les premiers trous noirs ont eu des épisodes de super accrétion brefs mais intenses, ça pourrait expliquer leur croissance anormalement rapide. La troisième hypothèse, et j'aime beaucoup celle-là pour son audace, les trous noirs primordiaux. L'idée que certains trous noirs ne se sont pas formés à partir de l'effondrement stellaire ou gazeux, mais qu'ils existaient avant les étoiles. Qu'ils sont nés directement des fluctuations de densité du Big Bang lui-même, dans les premières fractions de seconde de l'univers. Des trous noirs aussi vieux que le cosmos. Cette idée, les trous noirs primordiaux, ou PBH en anglais, fait l'objet d'un regain d'intérêt intense depuis quelques années. Certains chercheurs suggèrent même qu'il pourrait être une composante importante de ce qu'on appelle la matière noire. Cette substance invisible qui représente environ 27% du contenu de l'univers et dont on ne connaît toujours pas la nature. Et James Webb, en trouvant ces monstres précoces, relance ce débat avec une force nouvelle. Mais voilà ce qui me trouble profondément dans tout ça. Si les trous noirs primordiaux existent vraiment, s'ils sont là depuis le début, ça signifie que la structure de l'univers telle qu'on la comprend est encore plus mystérieuse qu'on ne le pense. Que dans les premières fractions de seconde qui ont suivi le Big Bang, des fractions de seconde si courtes qu'on ne peut même pas les nommer avec des mots normaux, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a semé des points sombres dans le tissu de l'espace-temps. Des points sombres qui ont ensuite attiré la matière, construit les premières galaxies et structuré l'univers entier autour d'eux. Autrement dit, le squelette de l'univers, peut-être qu'il a été dessiné dans les premières secondes avant même les étoiles, avant même les atomes tels qu'on les connaît. Et on ne sait pas comment, et on ne sait pas pourquoi. Alors voilà, on a traversé 5 anomalies, 5 découvertes que James Webb a ramenées des profondeurs de l'espace et du temps. Des galaxies massives qui existaient trop tôt, une étoile à l'aube du cosmos avec des éléments qui ne devraient pas être là. Un signal faible et troublant sur une planète lointaine qui ressemble de loin à une odeur de vie. Un univers qui s'étend à 2 vitesses incompatibles et des trous noirs qui ont grandi avant même que leur galaxie soit prête à les recevoir. 5 questions, 5 mystères, pas de réponse définitive à ce stade. Et je pourrais m'arrêter là. Je pourrais dire la science va trouver, continuons à observer, tout ira bien. Mais il y a quelque chose qui me retient, une question plus large, quelque chose que j'ai envie de partager avec toi avant de terminer. Tu sais, quand on accumule ces anomalies, quand on les regarde tout ensemble, il y a un schéma qui commence à émerger. Pas une réponse, un schéma. Chacune de ces découvertes pointe dans la même direction. Elles suggèrent toutes que l'univers jeune, l'univers des premières centaines de millions d'années après le Big Bang, était radicalement différent de ce qu'on supposait. Plus actif, plus violent, plus structuré. Comme si le cosmos avait grandi à une vitesse anormale dans sa toute petite enfance, puis avait ralenti. Et ça fait écho à un concept qui revient dans plusieurs théories cosmologiques alternatives, l'idée d'une inflation améliorée ou d'une physique primordiale différente, l'idée que les premières lois qui gouvernaient le cosmos n'étaient pas exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Si ça t'intéresse, cherche le nom de Paul Steinhardt et sa théorie du Big Bounce,
ou les travaux de Nyayesh Afshordi sur la cosmologie quantique à grande vitesse. Ce sont des scientifiques sérieux qui remettent en question le modèle standard depuis des années et avec James Webb, leurs arguments commencent à trouver des données observationnelles. Est-ce que ça veut dire que le Big Bang tel qu'on le connaît est faux? Non, pas forcément. Peut-être que c'est juste incomplet, qu'il y a des couches de physique qu'on n'a pas encore accès. Qu'il faudra des instruments encore plus puissants, le télescope Roman de la NASA prévu pour la fin de la décennie, ou les futurs observatoires au sol comme l'ELT en construction au Chili pour démêler tout ça. Peut-être, mais il y a une autre dimension à tout ça, une dimension que les chercheurs n'abordent pas souvent en public, parce qu'elle sort du cadre strictement scientifique. Si l'univers est plus vieux, plus complexe, plus structuré qu'on ne le pensait, si des planètes potentiellement habitables existaient à peine 1 milliard d'années après le Big Bang, si des structures galactiques massives se formaient à des vitesses impossibles, selon nos modèles actuels, alors ça change quelque chose à notre façon de penser à la place de la vie dans l'univers. On a toujours dit que la vie a eu besoin de milliards d'années pour émerger, que la Terre est unique parce qu'elle a bénéficié de 4,5 milliards d'années d'évolution, que nous sommes le résultat d'une longue patience cosmique. Mais si l'univers primordial était plus actif qu'on le pensait, si les premières planètes se sont formées bien plus tôt, si des éléments lourds, carbone, oxygène, azote ont été produits bien plus rapidement par les premières générations stellaires, alors ça soulève une question que je te laisse avec toi ce soir. Et si la vie n'était pas un phénomène tardif dans l'univers? Et si, quelque part dans une galaxie observée par James Webb, une galaxie qui existait il y a 13 milliards d'années, une galaxie que nous ne verrons jamais autrement que comme un point lumineux dans un spectre infrarouge? Et si dans cette galaxie, sur une planète réchauffée par une étoile inconnue, quelque chose avait déjà commencé à se poser des questions? Et si nous n'étions pas les premiers, je ne peux pas répondre à ça. Personne ne peut aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que James Webb continue de regarder, de scruter, d'envoyer ces données vers la Terre à la vitesse de la lumière. Et chaque nouvelle observation, chaque nouveau spectre, chaque nouvelle image rouvre un peu plus cette question. L'univers parle, depuis toujours. En lumière infrarouge, en spectre d'absorption, en courbe de vitesse de fuite. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à entendre ce qu'il dit vraiment? Parce que je crois, et c'est peut-être la chose la plus troublante de toutes, que la réponse existe, quelque part dans les données que Webb a déjà collectées, ou dans celles qu'il va collecter cette nuit pendant que tu regardes cette vidéo. La réponse existe, mais elle nous échappe encore.